Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Côte d'Ivoire et le Togo solidaires dans la lutte contre le terrorisme. Ce sujet était au cœur de la rencontre du 14 avril entre les présidents Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé. Une action commune a été préconisée pour éradiquer ce fléau qui menace plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine. Passation de pouvoir à la tête de la Banque de développement de l'Afrique centrale, BDEAC. Le Camerounais Dieudonné Evoumekou succède à l'Équato-Guinéen Fortunato Fambonchama. La dynamisation de l'économie de la sous-région sera au cœur de son mandat de 5 ans. Et nouvelle phase dans le processus de professionnalisation et de modernisation de l'enseignement supérieur au Zimbabwe. Une université publique spécialisée dans la cybersécurité va ouvrir ses portes en 2023. Une initiative qui s'inscrit dans le programme Éducation 5.0. Mais tout d'abord, les réactions se multiplient après la signature de l'accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni sur la question des migrants. L'indignation n'est pas seulement du côté des organisations de défense des droits de l'homme, elle est aussi du côté de l'opposition rwandaise. Pour elle, le Rwanda ne peut pas s'engager dans une telle démarche et doit d'abord résoudre ses propres problèmes tels que les conflits fonciers ou encore le chômage des jeunes. Rappelons que le pays des mille collines a signé le 14 avril un accord de 120 millions de livres, soit près de 144 millions d'euros, pour accueillir les candidats à l'immigration en Grande-Bretagne, en attendant que leur dossier de demande d'asile soit traité. Les initiatives de lutte contre le terrorisme se multiplient sur le continent africain. Le sujet était au cœur d'une rencontre ce 14 avril à Abidjan entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue togolais Faure Gnassingbé. Une action commune et solidaire a été préconisée pour faire face à ce fléau qui menace la sous-région ouest-africaine. Plus de détails avec Ange Noménio. La Côte d'Ivoire et le Togo aiguisent leur stratégie de lutte contre le terrorisme. Les présidents des deux pays se sont rencontrés jeudi 14 avril 2022 à Abidjan pour aborder les questions relatives à ce fléau. Pour le président togolais Faure Gnassingbé, les pays membres de la CEDEAO doivent se montrer encore plus solidaires dans la lutte contre le terrorisme et faire preuve d'audace. Je pense que nous devons tout faire pour éviter l'impasse d'un côté comme de l'autre et sortir peut-être des sentiers battus et réagir avec beaucoup plus d'audace et beaucoup plus de solidarité. Les chefs d'État sont plus que jamais déterminés à mettre un terme au phénomène de terrorisme. Plusieurs sommets ont été organisés à cet effet pour trouver des solutions idoines. La Côte d'Ivoire a de son côté pris les devants en créant en juin 2021 un centre de lutte contre le terrorisme. C'est la lutte contre le terrorisme qui aujourd'hui ne peut plus être vue comme un problème ou du Mali ou du Burkina ou même du Niger, mais ça devient un problème sous-régional, parce que ce sont des situations transitoires qui devront passer. Et nous sommes obligés de travailler, de discuter avec ceux qui sont aux commandes en ce moment, mais en ayant à l'esprit que ce qui est important, c'est la paix, c'est la sécurité. Notre agenda est essentiellement un agenda économique. Les perturbations que nous connaissons aujourd'hui, nous voulons que ce soit une parenthèse, une brève parenthèse. Plus tôt nous trouverons des solutions idoines, et mieux ce sera pour nous. En juin 2021, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a débloqué 50 milliards de francs CFA pour lutter contre le terrorisme au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Également dans l'actualité, en Tunisie, le Conseil supérieur de la magistrature provisoire a annoncé ce vendredi avoir adopté son règlement intérieur. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 1er du décret-loi numéro 2022-11 du 12 février 2022 relatif à la création du Conseil supérieur provisoire de la magistrature qui préconise un délai d'1 mois à compter de la première séance pour l'adoption du règlement. Rappelons
donc le Conseil supérieur de la magistrature, organisme indépendant chargé de nommer les juges, a été dissous le 6 février dernier par le président tunisien Kais Saied, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs depuis juillet 2021. Le Camerounais Dieudonné Evoumekou s'apprête à prendre les rênes de la Banque de développement de l'Afrique centrale, BDEAC, figure connue dans l'environnement économique. L'ancien directeur général de la Caisse autonome d'amortissement disposera d'un mandat de 5 ans pour dynamiser l'économie de la sous-région. Plus de détails avec Roberto Bogbe. Camerounais Evoumekou remplace l'équato-guinéen Fortunato Ofambonchama, arrivé en fin de mandat au poste de président de la Banque de développement de l'Afrique centrale. Le nouveau président de la BDEAC bénéficie ainsi d'un poste rotatif selon les règles qui régissent la gouvernance des institutions bancaires et financières sous-régionales. Il occupera le poste pour un mandat de 5 ans. C'est le couronnement d'une carrière administrative qui a commencé essentiellement dans une administration d'assiette, notamment le ministère des Finances au Cameroun. Il a passé le clair de son temps dans cette administration d'assiette dont les problématiques liées à la gestion des finances publiques, à la gestion de la monnaie, toutes ces problématiques étaient devenues un peu l'enfance de l'art pour lui. Figure connue de l'environnement économique, Dieudonné Evoumekou a été directeur général de la Caisse autonome d'amortissement de 2005 à 2016. Cet organisme est chargé de la dette publique au Cameroun. Jusqu'à sa nomination à la BDEAC, il était vice-gouverneur à la Banque des États de l'Afrique centrale, poste occupé depuis le 6 février 2017. Il a travaillé dans l'administration centrale et on l'a sorti de là, on l'a nommé à la tête de l'institution que le Cameroun a créée en 1985 pour gérer toutes ces problématiques liées à l'endettement et liées au paiement de cette dette, au remboursement de cette dette. Au Cameroun, ça s'appelle la CAA, la Caisse autonome d'amortissement, qui avait un siège quelconque à Yaoundé et c'est sous son magistère qu'un nouveau siège extrêmement imposant a été construit. Il connaît il connaît l'administration publique, il connaît la gestion de l'or, il connaît la gestion de l'endettement, il connaît le remboursement de la dette, il connaît la titrisation des dettes. Au 30 juin 2021, le portefeuille de la BDEAC au Cameroun est constitué de 42 opérations, représentant un volume total d'engagement de 336 millions de francs CFA. Le secteur public représente 60% du portefeuille, soit 202 milliards de francs CFA pour 11 opérations pour le secteur privé. J-2 avant la célébration de la fête de l'indépendance au Zimbabwe, une indépendance acquise le 18 avril 1980, année à laquelle l'éducation a été déclarée comme étant un droit humain fondamental par Robert Mugabe, alors Premier ministre, qui a tenté d'atteindre l'éducation universelle pour tous les élèves durant ces années de présidence. Ces dernières années, le gouvernement zimbabwéen a lancé un programme dénommé Éducation 5.0 qui doit notamment déboucher sur l'ouverture d'une université publique spécialisée dans la cybersécurité en 2023. Plus de détails avec Nathalie Mo. Dans le processus de professionnalisation et de modernisation de son éducation, inscrit sous le programme d'éducation 5.0, le Zimbabwe va ouvrir en 2023 une université publique spécialisée dans la cybersécurité. Une institution qui va remplacer l'actuel Tel One Center for Learning, l'école de formation des experts en télécommunications du pays. Le gouvernement zimbabwéen estime que ces programmes d'enseignement ne sont plus adaptés à l'environnement actuel des technologies de l'information et de la communication. Le système éducatif doit réussir à mettre sur le marché des diplômes prêts à s'adapter à divers environnements, pas que l'écosystème local. La transformation de Tel One Center for Learning est engagée depuis 2019 au Zimbabwe. D'une capacité d'accueil de 6600 étudiants, l'Université de la cybersécurité va former de jeunes Zimbabwéens à faire appliquer la loi sur la protection des données personnelles proposée au Parlement en mai 2021. Objectif de cette démarche, la protection des infrastructures numériques et la défense de la sécurité nationale et économique. L'éducation doit se mettre au service de la nation, dont nous devons innover. Dans ce sens, nous nous sommes déjà lancés dans la création d'applications révolutionnaires.
Le Zimbabwe a perdu plus de 40 millions de dollars en 2018 à cause de la cybercriminalité au cours des 4 premiers mois de l'année et plus de 4000 chefs d'accusation liés à la cybercriminalité ont été traités par la police au cours de la même période. Également dans l'actualité au Burundi, les inondations survenues en mars dernier ont affecté au moins 5 678 personnes et ont poussé 276 ménages à se déplacer selon un rapport publié ce vendredi par le Bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA. Des fortes pluies sont encore attendues dans les prochains jours dans presque toutes les régions du pays. Rappelons que la saison des pluies s'étale d'octobre à juin au Burundi. Ces dernières années, plusieurs régions ont été secouées par des aléas climatiques qui ont entraîné la montée des eaux de lacs et de rivières, perturbant ainsi le quotidien des populations. La situation dans la Corne de l'Afrique est alarmante après 4 saisons des pluies consécutives ratées. Les travailleurs agricoles de la sous-région s'apprêtent à vivre la plus grave sécheresse en 40 ans. Un phénomène qui menace 29 millions de personnes. Un sujet de Roberto Bogbe. La région de l'Afrique de l'Est est confrontée à la perspective très réelle de pluies insuffisantes pour la 4e saison consécutive, selon l'Organisation météorologique mondiale, une agence de l'ONU. Cette sécheresse historique placerait l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie dans une situation d'extrême difficulté, inédite depuis 40 ans. Les températures de l'océan tropical équatorial, on va dire entre l'Australie et puis le Chili. Le changement de température là-bas influe les précipitations partout dans le monde, dans l'Afrique de l'Est. Ce qui est dramatique dans la région, c'est que ça va faire 4 années de suite qu'il y a de sécheresse. Donc c'est pas tant la sécheresse de cette année qui pose un problème, c'est le fait qu'elle intervient dans un contexte de sécheresse. Les graves pénuries d'eau et de pâturage entraînent une baisse de la production alimentaire, des pertes importantes de bétail et d'animaux sauvages et une augmentation des conflits liés aux ressources dans la région. Ce moment de l'année, du mois de mars au mois de mai, est pourtant connu sous le nom de saison de longues pluies, avec un taux moyen de précipitation de 70% du total annuel. Ça sera sec sur un fond de sécheresse, c'est dramatique parce que les années précédentes, on espérait que cette année serait meilleure que celle d'avant. Or, jusqu'à présent, on observe que le début de la saison, en tout cas pour l'instant, c'est très sec. Donc, la région demande aux organisations internationales et humanitaires de se préparer à peut-être intervenir. Selon le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workney Gebeyehu, ce sont 29 millions de personnes menacées par une grave crise alimentaire, dont 15,5 à 16 millions ayant besoin d'une aide immédiate. Dans certaines parties de la Somalie, la situation est catastrophique. Il est le premier basketteur non-américain meilleur marqueur de la saison de NBA. Il s'agit du pivot camerounais Joel Embiid. Il est assuré d'obtenir ce dimanche la couronne des scoreurs de l'exercice 2021-2022 avec ses 30,6 points en moyenne, un exploit relaté par Roberto Bogbe. Joel Embiid devient le premier joueur né à l'international à remporter un titre NBA et le premier pivot à le remporter depuis Shaquille O'Neal en 1999-2000. Le natif de Yaoundé au Cameroun décroche le titre de marqueur de la NBA pour devenir le premier Sixers et le premier joueur international de tous les temps à dominer la ligue depuis qu'Iverson a remporté la dernière de ses 4 couronnes il y a 17 ans. C'est quelque chose je vais dire, d'inespéré venant d'un enfant qui a découvert le basketball tard, mais qui, malgré cela, a réussi à gravir toutes les étapes une par une jusqu'à terminer au sommet. Joel Embiid, qui a pourtant raté la finale de la saison régulière, termine avec 30,6 points par match, soit 0,7 devant le grec d'origine nigériane, Giannis Antetokounmpo. Embiid, le choix numéro 3 au classement général du repêchage de 2014, est devenu le symbole de l'effort de reconstruction des Sixers, désigné par son surnom The Process, harangué avant chaque match à domicile. À d'autres jeunes comme lui de pouvoir rêver à des carrières de super haut niveau. Je suis dans le quartier qu'il a côtoyé à ses débuts dans le basket, Waikele, et je peux vous dire que ça a motivé plus d'un ici et je crois que dans les jours et les années à venir, on aura d'autres Joel Embiid en NBA.
Cette performance historique d'Embiid cache un autre record, celui du plus petit temps de jeu pour un meilleur marqueur depuis l'instauration de l'horloge avec 33,8 minutes de moyenne par match, encore mieux que Stephen Curry en 2015-2016 et la saison passée. En ligne de mire, un trophée de MVP de la saison dont il est un solide candidat. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.